Bonjour à tous et bienvenue dans ma sphère. Je suis Ellie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, j'avais envie un peu de partager mon expérience de la phobie sociale. Alors c'est vrai que j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Euh, j'ai apporté quelques parties de mon témoignage, de mon expérience, on va dire. Et en fait, j'avais envie de consacrer une vidéo pour parler en fait de l'évolution de cette phobie sociale, ou en tout cas de mon anxiété sociale qui, à certains moments, se transforme en phobie sociale, pour vous montrer un petit peu comment ça peut évoluer, comment ça peut fluctuer au fil du temps, en fonction de notre état émotionnel, des périodes en fait que l'on peut traverser, etc. Donc dans mon cas, en fait, je dirais que cette anxiété sociale, elle a toujours fait partie de moi, parce que dans mon enfance, beaucoup de gens disaient à ma mère qu'est-ce qu'elle est réservée, qu'est-ce qu'elle est timide, qu'est-ce qu'elle est renfermée aussi. Mais forcément, dans l'enfance, on n'a jamais entendu parler d'anxiété sociale, donc je ne pouvais pas mettre de mots dessus. Et c'est vrai que pendant longtemps, je pensais que c'était juste une simple timidité. Maintenant, c'est vrai que j'ai aussi vécu des violences dans mon enfance, donc j'avais tendance à me dire, en tout cas en grandissant, peut-être pas dans mon enfance effectivement, mais par la suite, je me disais que c'était juste des conséquences en fait des violences que j'avais pu subir durant mon enfance. Et c'est peut-être le cas, euh, ou je dirais peut-être en partie. Je pense que j'ai aussi hérité de ce trouble anxieux de ma famille, parce que ma mère était quand même quelqu'un d'anxieux, ma grand-mère aussi. Alors même si c'était peut-être pas de l'anxiété sociale, c'était quand même une forme d'anxiété. Et donc, ça a été démontré que effectivement, les troubles anxieux ont tendance à se, à se transmettre en fait de génération en génération. Mais là où j'ai vraiment réalisé il y avait un problème qui allait au-delà de la timidité, en fait, c'était vraiment au cours de mon adolescence. Et notamment quand j'ai commencé du coup à prendre les transports en commun pour me rendre au collège. Et j'avais en fait des manifestations de cette anxiété, de ces angoisses, avant de sortir de chez moi en fait. Donc j'avais la boule au ventre, j'avais des nausées, j'avais des aigreurs, des fois des palpitations, des fois le souffle court, des oppressions au niveau de la poitrine, etc. Et donc en fait, au début, disons avant que je sorte de chez moi, ça restait supportable. Et par contre, dès que je sortais, et encore plus dans les transports en commun, ça avait tendance à prendre plus d'ampleur. Et en fait, comme je suis aussi claustrophobe, j'avais tendance à croire que c'était en fait des manifestations de ma claustrophobie. Mais après, donc c'est vrai que par la suite, je me suis retrouvée à faire. Alors, je ne sais pas si ça faisait partie de ce qu'on appelle les attaques de panique. Disons qu'il y en avait en tout cas certains symptômes, voilà, qui se manifestaient en fait quand j'étais au milieu de foules vraiment importantes, et où là, du coup, c'était pas forcément cloisonné, c'était pas forcément dans une salle. Donc là, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était pas juste la claustrophobie, effectivement. Et j'ai déjà des souvenirs
d'un concert une fois, donc qui se passait en plein air, je sais pas quel âge j'avais. Bon, c'était à la période du collège, mais je pense que je devais être en quatrième ou troisième, quelque chose comme ça. Et donc avec des amis, on est arrivé bien avant le concert pour avoir une chance d'être bien placé. Et en fait, donc on s'était assis par terre en attendant que le concert commence. Et en fait, plus les gens commençaient à arriver, plus il y avait de monde autour de moi, plus j'ai commencé à me sentir mal. Surtout le fait d'être assise et que du coup les gens circulaient debout, donc il y a eu un effet de comme d'étouffement quelque part. Et en fait, à un moment, j'ai dû me lever. Et donc ça allait un peu mieux, mais bon, les gens continuaient d'arriver. Et puis bah voilà, hein, vous voyez bien ce que c'est que le public d'un concert. Les gens sont de plus en plus agglutinés. Et là, j'ai fait ce que je qualifierais d'un blackout total. C'est-à-dire que je ne voyais plus rien. Ma vue était comme si j'étais devenue presque aveugle. Enfin oui, je voyais plus rien. J'étais vraiment dans un noir total. Et au niveau de mes oreilles, c'est pareil, il y avait... j'entendais plus vraiment ce bruit de foule. En fait, euh, c'est difficile à expliquer. C'était comme si on m'avait bouché les oreilles. En même temps, il y avait des genres d'acouphènes. Enfin, c'était vraiment bizarre. Donc, mes amis essayaient de me parler et en fait, j'avais du mal à comprendre ce qu'ils me disaient. Et donc, bon, ils ont vu que j'allais vraiment pas bien du tout. Donc, ils m'ont fait traverser la foule. J'avais un ami derrière, une autre devant. Et bon, ils m'encerclaient tous les deux pour me faire traverser la foule, quoi. Et après, je me suis assise, j'ai essayé de respirer. Donc, la vue est revenue, l'ouïe est revenu. Mais bon, les palpitations se sont pas trop calmées. Et en fait, j'ai été incapable de retourner me mêler à la foule. Donc, j'ai finalement pas assisté à ce concert. Donc voilà, ça a été ce jour-là, alors où j'ai réalisé que je faisais de l'agoraphobie. À ce moment-là, enfin, j'avais jamais entendu parler de toute façon d'anxiété sociale. L'agoraphobie est quelque chose de beaucoup plus connu. Alors maintenant, est-ce que tous les anxieux sociaux font de l'agoraphobie? Je n'en suis pas sûre. Est-ce que tous les agoraphobes font de l'anxiété sociale? Là non plus, je peux pas vous l'affirmer. En tout cas, moi, enfin ce jour-là, voilà, j'ai vraiment réalisé que la foule me posait problème. Après, voilà, j'ai eu d'autres épisodes comme ça, mais qui survenaient plus dans les transports en commun, effectivement, quand c'était bondé. Vous savez, le matin, quand vous prenez le tramway, eh ben, c'est les heures de pointe, donc il finit bondé, enfin, suivant les heures. Et donc, si j'avais possibilité de m'asseoir, ça allait. S'il y avait déjà beaucoup de monde, j'avais tendance à rester à l'entrée du tramway, en fait, pour pouvoir respirer quand les portes s'ouvraient et pour pouvoir m'échapper, en fait, si jamais ça n'allait pas. Heureusement, voilà, dans les tramways, il y a des arrêts quand même assez fréquents, toutes les 1 ou 2 minutes. Donc, ça m'est déjà arrivé de descendre avant mon arrêt, en fait, tellement je me sentais mal. Mais c'est vrai que, comme je vous disais, ce genre d'épisode, je le mettais pendant très longtemps en lien plutôt avec ma claustrophobie. Et après enfin, l'expérience du concert, c'est vrai que là, du coup, j'ai réalisé qu'il y avait aussi, il y avait aussi des manifestations liées aux gens, liées à la foule, etc. Et après, quand est-ce que ça s'est compliqué? Je dirais que ça s'est compliqué quand je suis partie de chez mes parents pour m'installer du coup avec mon copain de l'époque. Et en fait, alors ça a été pour moi une période très difficile parce que
Déjà, je venais de vivre ce que je peux qualifier de rupture avec mon père, ma belle-mère et du coup mes frères et ma sœur et toute la famille du côté de mon père. Donc forcément, j'étais dans un état de grand, grand mal-être. Avec mon compagnon de l'époque, ça se passait pas super bien. Et puis, bah, si vous avez vu ma vidéo sur l'acceptation de qui je suis, je vous disais que donc j'avais tout récemment accepté pleinement mon homosexualité. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque où je sortais donc avec ce garçon, ce jeune homme, juste avant lui, en fait, j'avais eu cette expérience avec cette femme dont j'avais été éperdument amoureuse et que j'avais quittée à contre-cœur par peur de justement en fait me faire rejeter par ma famille parce que je savais que mon père considérait l'homosexualité comme une maladie et donc j'ai quitté cette jeune femme que j'aimais voilà parce que j'ai eu peur de perdre ma famille mais voilà, j'étais visiblement prédestinée à vivre cette expérience, puisque en me mettant avec ce jeune homme, ça a été l'élément déclencheur de cette rupture en fait avec ma famille. Et alors peut-être que vous allez penser que je m'égare un peu, mais en fait c'est juste pour vous expliquer que c'est cette accumulation en fait de trop-plein émotionnel par rapport à ce que j'avais vécu avec ma famille, par rapport à ce que je vivais intérieurement au déni de mon homosexualité, par rapport aux difficultés que je rencontrais également dans mon couple. Donc, en fait, voilà, le mal-être avait pris une telle ampleur que du coup, ben, je pense que j'ai développé, oui, beaucoup plus d'anxiété sociale. Alors, c'était peut-être pas encore au stade de la phobie sociale, mais j'ai commencé à sortir beaucoup moins. J'ai commencé à rester plus à la maison. Quand mon copain me proposait d'aller dans les soirées, j'étais pas toujours OK. Il y a des fois, je refusais d'y aller. D'autres fois, je me forçais à y aller, voilà, pour être avec lui, euh, oui, pour lui faire plaisir en fait, quoi. Hein. Et, et en fait, ça s'est donc accentué par après. Donc, faut savoir qu'à l'époque, j'habitais Nantes. Et à peu près un an après que je me sois mise avec ce jeune homme, nous sommes partis de Nantes pour venir en Alsace en fait. Et donc là, je suis arrivée dans cette ville, dans cette région que je ne connaissais pas, où je ne connaissais personne. J'avais pas d'appréhension avant de partir en me disant oh là là, je vais me retrouver perdue, je vais me sentir seule. J'avais pas d'appréhension par rapport à ça parce que j'avais besoin en fait d'un nouveau départ, j'avais besoin de quitter ma région où il y avait beaucoup de mauvais souvenirs, où j'étais toujours dans l'appréhension de croiser ma famille qui ne me parlait plus, etc. Donc j'avais vraiment besoin de ce nouveau départ. Et puis en même temps, je me disais aussi que ça nous ferait du bien aussi dans notre couple voilà, de vivre cette expérience. Et finalement, ben, ça n'a pas été le cas. Ça s'est considérablement dégradé. Donc, je ne vais pas vous raconter les détails, mais donc je suis arrivée en septembre 2000. Oui, c'est ça, septembre 2000 en Alsace. Et alors, un an après, il m'a annoncé qu'il voulait me quitter. Et alors comme moi j'étais déjà forcément dans la dépendance affective, j'ai bataillé en fait pour essayer de sauver notre couple, même si finalement on n'arrivait pas du tout à être heureux. Mais bon, moi j'avais tellement peur en fait de me retrouver seule que j'ai essayé de faire en sorte de sauver notre couple. Ça ne s'est pas fait.
Et donc, on a cohabité encore quelque temps ensemble, tout en étant séparés. Avant que je trouve un logement, en fait. Et pendant ce temps-là, voilà, ça a encore été très difficile entre nous. Il a continué un peu à jouer avec mes sentiments. C'est sans aucun jugement. Il était aussi dans un grand mal-être. Voilà, on se déchirait en fait mutuellement, hein, chacun à sa façon. Et en février, du coup, février 2002, donc on s'est séparés. Lui est décédé, il a mis fin à ses jours. Donc là, de nouveau, je suis rentrée dans un état de grand mal-être intérieur, avec en plus la culpabilité de son suicide, la difficulté à me retrouver soudainement seule, à me demander ce que j'allais faire de ma vie. Est-ce que je retourne à Nantes? Est-ce que j'ai ma place ici? Donc, de nouveau, là, le mal-être a été vraiment très, très important. Et donc là, je me suis encore plus enfermée chez moi. J'avais de plus en plus de difficultés avec les contacts humains. À l'époque, je travaillais en usine, hein, donc il y avait beaucoup de femmes dans cette usine, mais la plupart avaient comment je pourrais dire, des mentalités, des états d'esprit qui n'étaient pas du tout en adéquation avec mon propre état d'esprit. Donc j'avais beaucoup de mal à créer des liens. Je me sentais de moins en moins appartenir à ce monde, en fait. J'avais du mal à trouver ma place. Heureusement, j'ai sympathisé avec deux jeunes femmes dont je suis devenue très proche. On, on est devenus très amis. Mais bon, voilà, elle sortait pas tellement plus que moi, donc on se voyait toutes les trois. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment de grosses manifestations de phobie sociale en tant que telle. Il y avait de l'anxiété, il y avait un mal-être, il y avait une difficulté à appréhender les interactions sociales. Mais je portais aussi toujours ce masque justement pour masquer, camoufler ma phobie sociale. Donc j'arrivais à gérer ça en fait pendant un moment. Et puis en fait, j'ai passé plusieurs années comme ça attendez, j'essaye de me remémorer dans les détails parce que il y a des passages un peu flous, il y a des passages, des souvenirs un peu flous de cette période dans laquelle je me suis quand même pas mal laissée aller. J'ai commencé à rencontrer des gens qui, bien que très sympathiques, n'étaient franchement pas fréquentables. Je me suis laissée aller à consommer des substances que je n'aurais pas dû. Maintenant, voilà, tout est expérience, c'est aussi tout ça qui m'a permis de grandir. Et donc, du coup, il y a quelques blancs ou quelques noirs, je ne sais pas comment on peut dire. Il manque des passages, en fait, de ma vie. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir consommé, en fait, ces substances m'a aidé quelque part à gérer cette anxiété sociale, à gérer les interactions, parce que bon, j'allais quand même en teuf, en soirée hardcore, donc il y avait aussi beaucoup de monde, mais comme je n'avais jamais l'esprit clair, du coup forcément, je pense que ça m'aidait vraiment à oublier en fait la foule qui y avait autour de moi. Et puis après, quand j'ai décidé un peu de m'éloigner de tout ça, même si je gardais contact avec ces personnes, voilà, j'évitais quand même ce genre de soirée. Et en fait, là, j'ai, je pense que c'est là où la phobie sociale a vraiment pris le pas sur la simple anxiété sociale. Et voilà, il y avait des périodes, donc je faisais beaucoup d'intérim à l'époque, hein, donc quand j'avais des petites missions, ça m'allait bien.
Même si je me suis déjà retrouvée dans l'incapacité de sortir de chez moi, justement parce que j'étais en crise de panique. Donc j'appelais le boulot pour dire que je me sentais vraiment pas bien, ce qui était vrai. Mais à l'époque, alors j'avais pas toute cette conscience entre les impacts des émotions et du mental sur le physique. En tout cas, j'en avais pas autant conscience. J'arrivais à faire des liens, mais j'avais pas encore fait tout le chemin que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et, et donc, euh, et donc, c'est vrai que je me rendais bien compte que le fait de faire des malaises juste avant de partir, ça cachait quelque chose en fait, que c'était pas juste le corps. Mais j'avais longtemps tendance à croire que c'était le boulot en lui-même, un boulot qui ne me convenait pas, un boulot qui était complètement en désaccord avec les objectifs que je m'étais fixés plus jeune. Donc je m'épanouissais pas du tout, j'y trouvais pas ma place. En plus, ça me détruisait physiquement, surtout au niveau de mon dos. Et donc j'avais tendance à croire que c'était ça en fait. Et puis finalement, ben, des fois, entre deux périodes d'intérim, donc je ne travaillais pas. Il m'est arrivé de passer plusieurs mois sans chercher de travail, justement parce que je ne sortais pas de chez moi, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je me demandais si j'étais une grosse feignasse. Mais en même temps, voilà, je savais qu'il y avait autre chose parce que je me rendais bien compte que je ne prenais même pas la peine de sortir pour aller faire mes courses, pour aller à des rendez-vous médicaux. Enfin, je prenais même pas le temps de prendre ces rendez-vous. En fait, des fois, je me suis retrouvée à souffrir le martyre à cause d'une dent. Et alors, je me disais que c'était la peur du dentiste, mais voilà, avec le recul, c'était juste la peur d'aller à l'extérieur, en fait, quoi. Donc, c'est voilà, du coup, pendant cette période-là où ça a pris beaucoup, beaucoup plus d'ampleur. Après, j'ai commencé à apprendre la sophrologie. Donc, donc ça, ça devait être en 2004, 2005 par là. Donc j'ai pas observé tout de suite des grands changements, mais rapidement j'ai quand même pu constater que j'avais du pouvoir sur mon état intérieur, sur mon stress. Donc j'ai commencé à trouver plus de sérénité en moi, à, 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 à calmer en fait ce mal-être, cette souffrance intérieure qui m'habitait depuis tellement d'années. Et donc voilà, je me faisais du bien par les exercices surtout de respiration, de relaxation le soir avant de m'endormir. Parallèlement à ça, je me suis remise à lire un livre du docteur Murphy qui s'appelle Exploiter la puissance de votre subconscient, que j'avais lu à l'époque de mes 15 ans, je crois, et j'étais vraiment beaucoup trop jeune pour le lire, donc je l'avais pas du tout. J'avais pas su en tirer vraiment toute la richesse. Et donc là, je l'ai relu et donc j'ai commencé à me faire des petites affirmations à répéter quotidiennement. Et c'est vrai que ça, plus la sophrologie, ça a permis de débloquer pas mal de choses, ça m'a permis de me sentir mieux et du coup de recommencer un peu à m'ouvrir au monde progressivement. Et donc là, je pense que je suis rentrée dans une période où ma phobie sociale, elle s'est mise un peu en stand-by. Alors, elle se manifestait un peu dans mes comportements encore. Si vous avez vu donc ma vidéo sur le sujet anxiété et phobie sociale, j'explique que en dehors des crises d'angoisse, des manifestations en fait corporelles, il y a des petits signaux d'alerte que l'on peut observer au travers de nos comportements. Comme par exemple, quand on sort du boulot et on n'a qu'une hâte, c'est vite rentrer chez soi. Quand on est dans la rue, on marche très vite, on évite de croiser le regard des gens.
Donc c'était plus encore dans ce genre de petits comportements que se manifestait encore mon anxiété sociale. Mais il n'y avait plus vraiment de grosses crises d'angoisse. Il y avait encore quelques petites manifestations symptomatiques comme les nausées, l'estomac complètement noué, etc. Mais ça restait vraiment gérable en fait. Et donc du coup j'ai vécu comme ça pendant pas mal d'années. Après j'ai donc commencé à cheminer spirituellement, à m'ouvrir aux énergies, tout ça. Donc je suis rentrée, enfin j'ai continué à aller de mieux en mieux en fait intérieurement. Mais comme j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, c'est aussi à ce moment-là que petit à petit, je me suis laissée envahir et dominer par un ego spirituel. Alors, bon, là encore, tout est juste, hein. Si j'avais à vivre cette expérience, c'était pas pour rien. J'avais des choses à apprendre de ça. Et puis, quelque part, cet ego spirituel m'a aussi aidé à surmonter en fait l'anxiété sociale et tout ce mal-être en fait qui m'habitait quoi. Mais bon, c'était du coup c'était une illusion en fait. C'était un, un pseudo bien-être quelque part, même si j'allais quand même fondamentalement nettement mieux que par le passé, mais il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été réglées en fait. Et donc, quand est-ce que cette phobie sociale s'est réactivée? Alors, je parlais aussi de l'agoraphobie parce que, enfin, pour moi, il y a quand même un lien entre les deux. Même si, voilà, mon anxiété sociale s'était beaucoup apaisée, j'observais quand même des fois mon agoraphobie qui se réveillait de façon périodique. Et là, j'avoue que je pourrais pas toujours l'associer à une période de mal-être parce que bon, j'allais en festival avec mon compagnon de l'époque avec qui j'ai partagé 10 ans de ma vie. On aimait bien aller en festival. Alors, quand c'était des festivals en extérieur, je gérais mieux en général que quand il y avait des concerts enfermés dans des salles. Mais ça m'est déjà arrivé quand même de devoir sortir de la foule, en fait, d'un coup, même en extérieur. Donc, j'avais du mal à comprendre pourquoi des fois j'arrivais à me retrouver au milieu de la foule et d'autres fois pas. Là, je pourrais pas, j'arrive pas pour l'instant à éclaircir ça. Mais par contre, là où ça a recommencé à prendre une réelle ampleur, ça a été à la période où justement ça faisait un an et demi même que je luttais pour ne pas quitter mon compagnon parce que je voulais pas le blesser, parce que même si je me sentais pas, je sentais plus d'alchimie entre nous, mais je me reposais aussi beaucoup de questions par rapport à ma sexualité à ce moment-là, il faut dire. Et puis voilà, il avait son entreprise qui lui prenait tout son temps, tout son esprit. Donc je me sentais aussi délaissée. Et en même temps, j'avais moi aussi, je sentais qu'il y avait beaucoup de choses en fait qui nous séparaient par rapport à nos aspirations et voilà, et en même temps ça avait été le seul homme qui avait eu qui m'avait considéré avec autant de respect et de bienveillance, même si c'était pas toujours rose c'est sûr, mais ça a été quand même une histoire qui a été quand même une belle histoire, hein, voilà, avec ses hauts et ses bas comme dans tous les couples. Mais du coup, voilà, j'essayais toujours de me dire que voilà, c'était un homme bon, que notre histoire méritait d'être sauvée. Et c'est vrai que par le passé, on avait fait un break pendant 6 mois. Il avait déjà, ça a été très difficile pour lui de le vivre, pour moi aussi, mais comme j'étais à l'initiative de cette rupture temporaire, pour lui c'était d'autant plus difficile, je pense.
Donc j'avais ressenti aussi beaucoup de culpabilité. Et du coup, le fait de m'être remis avec lui après quelques mois, du coup, quelque chose me disait, mais si t'es revenu, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a encore des choses à construire. Mais en même temps, je me sentais pas du tout à ma place dans ce couple. Et enfin, plus à ma place. Et en fait, du coup, j'étais en lutte contre ça. J'étais en lutte contre l'appel de mon âme qui essayait de me pousser vraiment à rompre cette relation. Et ça faisait 1 an et demi que ça durait. Et donc, du coup, arrive un moment où là, je suis arrivée à saturation, mais je n'arrivais pas à passer à l'acte. Je n'arrivais pas à lui dire maintenant c'est fini. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où j'ai recommencé à voir des manifestations de ma phobie sociale. Euh, j'ai, j'ai un souvenir d'avoir il s'était en plus, voilà, il s'était blessé au genou, donc pendant un moment, il pouvait plus conduire. Donc moi, je l'ai conduit au marché de Noël. Il avait un stand, donc je le véhiculais tous les jours. Je l'aidais à installer son stand et après, je rentrais. Et en fait, je faisais ça de façon très rapide. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer à la maison. Je voyais bien que j'étais hyper stressée, hyper angoissée de croiser des gens. Et il y a eu un jour où il m'a demandé d'apporter quelque chose à sa mère qui était à la salle des fêtes, à tenir un autre stand pour lui. Et là, en fait, j'ai dû traverser la foule. Alors, c'était pas la foule comme dans un concert, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et là, je sentais, à chaque pas, en fait, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Je sentais mes jambes qui flageolaient, j'avais vraiment de la peine à respirer et je marchais le plus vite possible alors que mes jambes avaient de la peine à me porter. Et en fait, ce jour-là, ça a été pour moi le déclic en fait de là, il faut que je réagisse, il faut que j'écoute l'appel de mon âme parce que mon corps est en train vraiment de me manifester que ça va pas. Et donc, je sais plus si c'est le jour même ou le lendemain où j'ai rompu la relation. Et du coup, j'ai pu de nouveau recommencer à sortir en ressentant beaucoup moins d'angoisse. Euh, voilà. Donc ça, c'était en décembre 2017. Et puis en avril 2018, donc 4 mois après, mon algodystrophie est apparue. Et donc l'algo qui a généré en fait des douleurs d'une telle violence, plus le handicap de ma main que je n'arrivais pas à accepter. Et donc du coup là je suis retombée à des états émotionnels et psychiques que je n'avais plus connus depuis au moins 10 ans quoi. Et en fait cette impression de retour en arrière, plus le sentiment d'incapacité lié à mon handicap, tout ça en fait ça m'a amené à ressentir une certaine honte, une honte à ne pas réussir à surmonter ça, une honte à retomber si bas émotionnellement et mentalement en fait, que du coup là j'ai recommencé progressivement aussi à ne plus oser sortir de chez moi. Parce que, alors déjà, il y avait la honte et il y avait la difficulté de me présenter aux autres dans cet état de mal-être et de grande vulnérabilité. Il y avait une difficulté à me présenter comme ça en tant qu'individu, mais encore plus en tant que thérapeute, puisque j'avais donc mon activité de praticienne holistique depuis 7 ans. Et là, en fait, c'était terrible de me dire que en sortant, je risquais de croiser des gens qui me connaissaient en tant que thérapeute, des gens que j'avais accompagnés, des gens qui m'avaient vue dans la lumière, si on peut dire, toujours joyeuse, toujours positive.
Et donc là, du coup, j'étais redescendue tellement bas, je ne supportais plus, ouais, l'idée de croiser tous ces gens, en fait, et de me montrer dans cet état d'immense vulnérabilité. Et puis après, bah, il y a eu cette rencontre avec le pervers narcissique qui a du coup accentué mon mal-être, forcément, puisque du coup, j'ai vécu beaucoup d'humiliations. Alors les humiliations que lui m'a infligées et puis les humiliations, enfin l'humiliation de m'être laissée tellement berner en fait alors que j'avais commencé à étudier la manipulation, que j'avais commencé à être beaucoup plus vigilante. Et en fait, j'avais ma petite voix intérieure qui tentait de me souffler que cette relation n'était pas juste. Et moi, en fait, comme j'étais dans une grande souffrance, autant physique que psychique et émotionnelle, plus la fatigue, en fait, hein, je dormais quasiment pas avec les douleurs. Et puis, cet homme, pareil, me perturbait énormément mon sommeil. Ça fait partie du plan du pervers narcissique, hein. De toute façon, il va vous détruire par tous les moyens possibles. Et en fait, bah là, j'ai sombré de plus en plus bas. Et en fait, du coup, j'avais de plus en plus de mal à sortir de chez moi, à affronter le regard des autres. Et donc là, c'est là où ça a pris une ampleur colossale, en fait. Et donc, au point, en fait, de carrément me couper du monde, de ne plus appeler mes amis, de mettre plusieurs jours à répondre aux messages qu'on m'envoyait parce que bah, quand les gens prenaient de mes nouvelles, j'avais pas envie en fait de leur dire que j'allais mal, j'avais pas envie de retomber dans les schémas de victimisation que j'avais mis en place dans le passé et que j'avais réussi à surmonter. Je voulais plus retomber là-dedans. Je voulais pas qu'on me prenne en pitié. Je voulais pas qu'on me voie. Oui, dans cet état, en fait, j'avais vraiment honte de moi. Et la phobie sociale, c'est ça, c'est vraiment lié au sentiment de honte, à la peur du regard des autres, à la peur d'être jugé. Il y a un sentiment de dévalorisation qui est énorme, en fait. Et donc voilà. Et alors, il y a eu une phase, du coup, quand j'ai recommencé à, à me rouvrir aux autres, mais alors vraiment euh, par petites touches, on va dire. D'abord, mon cercle d'amis, mon petit cercle d'amis. Alors, j'ai viré déjà tous les gens qui n'étaient plus que je considérais pas comme de véritables amis, qui, voilà, ça j'en ai aussi parlé, mais j'en reparlerai plus en détail dans une autre vie. Dans une autre vidéo, pardon, dans une autre vie, tiens, lapsus révélateur, hein, oui, parce que je chemine vers une autre vie quelque part. Voilà, donc je me suis un petit peu perdue. Euh, voilà, donc c'est pour vous dire un peu que voilà, il y a eu un moment où ça allait mieux, la phobie sociale s'est calmée, je faisais moins de crises d'angoisse. Et puis, en fait, donc l'année dernière, voilà, j'ai passé quelques mois où ça allait mieux. Bah, déjà, quand les douleurs de mon algo se sont nettement amoindries, donc forcément, bah, ça a joué énormément sur le moral aussi. J'ai recommencé à plus sortir. Il y avait des appréhensions, mais bah, ça restait gérable. Et puis, fin août, en fait, ça a été de nouveau la chute. J'ai reçu la visite d'une amie d'enfance et puis ça s'est pas passé comme je le pensais. Et puis, comme mon intuition et mes ressentis se sont beaucoup développés ces 2 dernières années, alors est-ce que c'est lié justement à l'exacerbation de mon hypersensibilité? Je sais pas. À l'acceptation de faire confiance à mes ressentis, à mon intuition.
Et du coup, bah, les doutes que j'avais sur notre relation, là, du coup, tout s'est éclairé. Et du coup, voilà, est-ce qu'il y a eu de ça? Je sais pas. Enfin, à ce moment-là, oui, j'ai été très mal. Quand cet ami est parti, j'ai passé la journée à pleurer. J'avais le sentiment d'avoir comme un deuil à faire. Et le lendemain, j'avais le kiné. Et avec le kiné, ça s'est très mal passé. Il a complètement manqué de bienveillance à mon égard, alors que j'étais moitié en train de pleurer sur sa table. Et du coup, de nouveau, là, je suis retombée dans... Enfin, j'ai recommencé à me renfermer, à de nouveau ne plus sortir. Et en fait, là, du coup, c'était pas seulement lié au regard des autres. Je pense que j'en avais parlé aussi dans une vidéo où je faisais le lien entre la phobie sociale et la perception d'un monde cruel. Et pour moi, voilà, il y a ces deux aspects. Dans ma difficulté de sortir, il y a effectivement un sentiment de honte, cette peur d'être jugée, mais il y a aussi cette perception d'un monde cruel. Et en fait, chaque fois qu'il y a une nouvelle expérience où je me sens soit rejetée, soit jugée, soit rabaissée, soit enfin, vraiment blessée en fait par quelqu'un. Du coup, de nouveau, je me dis que voilà, le monde est mauvais, le monde est calculateur, manipulateur, égoïste. Et du coup, il y a pas seulement la peur du regard des autres, il y a effectivement une peur des autres, une peur des humains qui est là aussi, quoi. Et en plus, du coup, au mois de décembre, enfin décembre-janvier, j'ai eu la visite d'une amie qui était venue passer quelques jours à la maison. Et en fait, c'était une amie dont je me sentais vraiment très proche. C'était quelqu'un que je percevais comme fondamentalement de bienveillant. Et en fait, on a eu un accrochage. Et donc, j'en avais parlé sur mon blog. Euh, je pourrais vous mettre le lien si vraiment si ça vous intéresse. Je vais pas revenir dans le clash qu'il y a eu entre nous, mais en fait, ce jour-là, j'ai cessé de voir de la bienveillance en cette personne. Et en fait, ça m'a mis un coup au moral vraiment terrible. Et du coup, je me suis dit, mais malgré tout le travail que j'ai fait, tout le cheminement que j'ai parcouru, malgré ma vigilance, etc., j'arrive encore à me faire avoir, en fait. Enfin, et du coup, enfin, oui, j'ai encore dégringolé d'un étage, quoi. Et donc ça, c'était voilà, à la période du Nouvel An. Et puis, bah, du coup, alors tout l'hiver, je ne suis quasiment pas sortie. Bon, alors il y avait aussi l'algo hein, qui fait que je sors pas trop à cause du froid. Et du coup, là, bah, je me débrouille pour les courses. Quand j'ai la visite d'un ami ou d'une amie, je passe commando drive. Il me récupère les courses en venant. Et du coup, bah voilà, chaque hiver, en fait, comme je passe du temps sans sortir, en fait, là, je me déshabitue de l'extérieur, du monde extérieur, je me déshabitue de la société, des contacts et des échanges, des interactions relationnelles. Et du coup, ben, en fait, l'anxiété sociale reprend de l'ampleur. Et si en plus, parallèlement à ça, ben voilà, j'ai des expériences comme ce clash avec cette amie que je considérais vraiment comme une de mes meilleures amies, du coup, ça rajoute encore une couche et ça amplifie en fait ma perception d'un monde cruel et ça amplifie oui, ma peur de sortir de chez moi en fait et de créer des contacts avec des gens en fait, d'engager la conversation, etc.
Et du coup, bah voilà, quand j'ai fait mon attaque de panique, du coup, c'était au mois de mars, je crois, février-mars, je sais plus, par là, où j'ai vraiment réalisé que là, ça avait repris une ampleur que j'avais pas connue depuis plus un an ou un an et demi, je saurais plus le dire exactement. Et du coup, là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et du coup, bah voilà, c'est là que j'ai eu l'idée de créer cette chaîne YouTube pour recommencer à m'ouvrir au monde, recommencer à partager mes... Enfin, pas recommencer, commencer à partager mes expériences pour un peu transformer en fait ces situations négatives en quelque chose de positif pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes. Et puis moi, que ça puisse m'aider à m'ouvrir au monde, ça m'aide à travailler mon assurance, ma confiance en moi. Et en fait, ça marche concrètement. J'en ai parlé dans quelques vidéos. Ça marche vraiment. Et donc, j'en ai aussi déjà parlé. J'ai commencé, maintenant ça fait plusieurs semaines que je suis un traitement aux fleurs de bac pour ma phobie sociale. Donc le Mimulus qui semble vraiment marcher. Et plus je prends encore du rescue, donc c'est un élixir, c'est un complexe en fait spécial urgence émotionnelle, donc que je prends vraiment quand il y a des montées d'angoisse, des gros coups de stress. Mais voilà, en tout cas le traitement de fond Mimulus fonctionne. Et là en fait je suis allée tout à l'heure, je suis sortie pour aller à la poste et à la boulangerie. Alors c'est pas grand chose, mais j'ai pas ressenti d'angoisse vraiment jusqu'au dernier moment avant de sortir. Donc je me rends compte que vraiment ce Mimulus il fait de l'effet. Plus bah, tout ce que je mets en place par le biais de mes vidéos, mes séries numériques de la méthode Grabovoi, enfin tout ça ensemble en fait, voilà, ça change considérablement mon état intérieur. Maintenant, ben voilà, j'ai ce fameux rendez-vous la semaine prochaine, mercredi de la semaine prochaine, qui est à Mulhouse. Là encore, j'en ai déjà parlé, mais je crois pas avoir expliqué en fait ce qu'est ce rendez-vous. En fait, c'est un rendez-vous que j'ai dans un centre de rééducation pour passer un bilan conduite pour pouvoir en fait récupérer mon permis, adapter mon permis à mon handicap et du coup reprendre la conduite automobile. Et donc je m'accroche fermement à cet objectif parce que mon désir de reprendre la conduite pour déjà retrouver le plaisir de conduire parce que j'aimais vraiment conduire et aussi retrouver beaucoup plus d'autonomie et ne plus avoir besoin de solliciter des gens pour les courses par exemple. Euh, c'est un objectif qui est très fort et donc je m'accroche à cet objectif en me disant que voilà ce désir et ce besoin ils sont vraiment plus forts que mes peurs liées au regard des autres et liées aux autres d'une manière générale. Mais voilà, on arrive, la date approche et je me rends compte je commence à ressentir un peu d'appréhension depuis hier. Ça commence un petit peu à venir dans ma tête. J'essaye un peu de m'imaginer, voilà, comment je vais gérer un peu le trajet surtout parce que j'ai un train à prendre de chez moi à Colmar, ensuite de Colmar à Mulhouse. Colmar-Mulhouse, il est souvent bondé. Et puis j'ai 2 tramways encore à prendre. Donc il y a quand même de l'appréhension, clairement. Mais voilà, j'essaye vraiment de me focaliser sur cet objectif et oui, de m'accrocher à ça et en me disant, voilà, c'est ce rendez-vous, enfin ces 2 rendez-vous parce qu'il y en aura encore un deuxième après. Ces 2 rendez-vous, c'est ce qui va me permettre justement de ne plus avoir à affronter ce genre de situation. Euh, Parce que voilà, si je retrouve, si je reprends le volant, je sais aussi que ça me motivera d'autant plus à sortir de la maison parce que les transports en commun, c'est vraiment ce qui est le plus problématique pour moi, beaucoup plus que la rue. La rue où il y a des échappatoires, dans les transports en commun, c'est pas le cas.
Surtout le train, c'est pas comme tout à l'heure, je parlais du tramway où ça s'arrête toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Là, le train, entre deux arrêts, il peut se passer beaucoup de temps. Et du coup, voilà, pendant ce temps-là, il n'y a pas d'échappatoire si vraiment je me sens mal. Donc voilà, je vais continuer à travailler là-dessus. J'ai aussi relevé des séries numériques. Je me suis fait une petite carte spéciale transport en commun avec les séries sur la claustrophobie, sur l'agoraphobie, etc. Donc je vais vraiment me plonger là-dedans pour optimiser les chances que tout se passe bien. Voilà, du coup, j'avais envie un peu de revenir sur tout ce parcours par rapport à mon anxiété sociale et l'évolution, vous montrer comment ça peut aller et venir au gré des événements qu'on le rencontre, au gré de notre état émotionnel, voilà, comment tout ça, ça fonctionne. Et que c'est pas que, voilà, parce qu'on parle de phobie sociale, mais c'est pas comme une autre phobie, comme par exemple la claustrophobie, où c'est toujours présent. Ça peut diminuer dans le temps, voire ça peut se guérir si on fait de l'hypnose ou voilà, si on travaille dessus avec une méthode ou une autre. Mais toutes ces phobies-là, voilà, une fois qu'on en est dégagé, en général, ça revient pas. Alors que la phobie sociale, c'est vraiment, ça a cette particularité d'aller et venir voilà, au gré de ce qu'on peut rencontrer, de ce qu'on peut vivre intérieurement, etc. Donc j'avais envie de partager un peu tout ça avec vous. Et puis voilà, parce qu'il y a ces appréhensions par rapport à ce rendez-vous de la semaine prochaine. Donc du coup, je me suis dit que d'en parler, ça m'aiderait aussi un peu à, à lâcher tout ça, à extérioriser les angoisses qu'il peut y avoir avec ce trajet, cette excursion à Mulhouse. Voilà, j'ai fait le tour. Je pense que vous avez compris le fonctionnement. Si vous avez aussi, si vous êtes sujet à l'anxiété sociale, voire à la phobie sociale, que vous avez envie de témoigner de votre expérience, n'hésitez pas à mettre des commentaires et éventuellement de partager tout ce que vous pouvez faire ou voilà les moyens que vous utilisez pour essayer de surmonter cette anxiété sociale, que ça puisse aider peut-être d'autres personnes qui liront les commentaires. Et voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Et si le contenu de mes vidéos vous intéresse, je vous invite à mettre un petit pouce pour améliorer leur référencement et ainsi faire connaître ma chaîne. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner, éventuellement activer la petite cloche pour être informé aussitôt des nouvelles mises à jour de ma chaîne. Et un grand merci en tout cas à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui me suivront dans le futur. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Bye bye.